Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2021. Je vous souhaite une bonne année pleine de santé, de culture, de joie, d'arriver à ce que vous souhaitez, quel qu'en soit le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour les livres que j'ai préféré lire en 2020. J'ai 16 livres au total, mais il y en a que j'ai préféré à d'autres. Après, il n'y a pas d'ordre hiérarchique dans ce que je vais vous présenter. Je ne sais pas si je vais faire des résumés pour chacun parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Je vais commencer avec Le Lys dans la vallée de Balzac, qui est le deuxième Balzac que j'ai lu. Le premier, c'était une nouvelle qui s'appelle Sarrasine, mais que j'avais lu il y a quelques années. J'avais étudié quelques extraits du Père Goriot également, mais je m'étais jamais plongée dans une œuvre de Balzac. Et Le Lys dans la vallée, ça va être un roman d'apprentissage. On va suivre le personnage principal de Félix, qui arrive dans une maison et qui va vivre avec une famille, qui va être le maître d'un jeune homme, et il va tomber éperdument amoureux de la mère. On est face à un jeune homme empli de culture, d'envie, de besoin d'émancipation face à une enfance qui a été difficile également. On est face à une femme qui à la fois est totalement oppressée par son mari et absolument indépendante. Il y a tout un langage, toute une symbolique, tout un lexique autour de la nature. C'est d'ailleurs pour ça que le livre s'appelle Le Lys dans la vallée, parce que Félix compare cette femme à un lys dans cette campagne française. C'est très beau, c'est très poétique. J'ai adoré la plume. J'ai relu Balzac plus tard dans l'année et j'ai pas eu ce même sentiment qu'en lisant cette œuvre-ci. Ça m'a vraiment marqué, ça a été l'une des premières œuvres que j'ai lues cette année 2020 et je n'ai été que joyeuse de la découvrir. Ensuite, je vais vous parler de Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Ce sont les mémoires de Simone de Beauvoir et on va la suivre de son enfance jusqu'à l'âge adulte dans ses mémoires, mais en l'occurrence ce tome se concentre autour de son enfance. On va voir tous les tenants et les aboutissants d'une famille religieuse, toutes les oppressions sur lesquelles sont fondées son éducation, à quel point la religion a pris une place prépondérante dans la manière dont ses parents se sont occupés d'elle, dont son père l'a considérée. C'est une œuvre que j'ai beaucoup aimée parce que la plume de Beauvoir n'est à la fois ni fictionnelle ni celle d'un essai comme ce que j'avais pu lire précédemment avec le premier tome du Deuxième Sexe. Elle a aussi une histoire de vie qui est à remettre en cause parce qu'elle n'a pas eu que des actes libérateur. Je pense notamment aux relations qu'elle a eues avec des jeunes filles pour ensuite les confier à Sartre, si on veut, et qu'il puisse en disposer à sa guise. Mais voilà, cet aspect-ci que de l'enfance totalement privée de liberté a été très intéressant et elle a une façon de l'aborder qui dénote vraiment cette ambivalence entre cette famille, entre cette enfance et ce cercle familial élitiste dans lequel elle a évolué. Ensuite, je vais vous parler de La Chute de Albert Camus. Ce livre est tout petit. Je l'ai lu dans le train qui me ramenait en France, juste avant le confinement, le premier confinement. On va suivre un homme qui va revenir sur sa vie et toute cette interrogation sur le bien et le mal, sur la notion de justice, il va se la poser au moment où il est sur un pont et où une femme va vouloir se suicider. Et là où il aurait pu la sauver, il en avait les capacités, il en avait la possibilité,
il ne le fait pas. Et il va s'interroger autour de ce fait pendant tout le long. On va avoir droit à un panel de réflexion autour de personnes de son entourage. On va se moquer en fait de la bienséance. On va s'interroger nous-mêmes. Camus, il a une plume qui est cinglante, qui est transcendante. C'est un tout petit ouvrage, mais c'est l'un des livres de Camus qui m'a le plus marqué, je pense. Je ne peux que vous inciter à le lire. J'ai vu très peu de personnes en être déçues, pour tout dire, et il est facilement trouvable en occasion. Et je vais vous parler d'un essai de Valérie Rey-Robert qui s'appelle Une culture du viol à la française. Valérie Rey-Robert va prendre plusieurs éléments de la culture française et va les analyser avec la notion de regard masculin, de male gaze, et elle va montrer à quel point divers éléments de notre société nous incitent et nous ancrent dans un système patriarcal, sexiste, et qui incite également à la culture du viol. Par exemple, lorsqu'on lit un roman classique, une scène de viol peut être montrée avec un tel regard qui va l'excuser, qui ne va pas expliquer que c'est un viol. Et à quel point finalement toutes ces dynamiques de pouvoir, ces dynamiques d'oppression, ces dynamiques criminelles sont acceptées et sont mises en avant, entre guillemets, au service de l'art, comme on a pu le voir au début de l'année dernière. À quel point finalement cette soi-disant présomption d'innocence et ce comportement, ces comportements sont validés, acceptés et on les laisse passer en toute impunité. C'est un essai très documenté, elle s'appuie sur des thèses antérieures à la sienne. Je la trouve assez brillante dans ses propos. Et si ce sont des questions que vous vous posez vous-même, je vous incite à le lire. Je trouve qu'il est très instructif et il peut se mettre en lien avec un livre que j'ai lu en cette fin d'année 2020 qui est Le regard féminin de Iris Bray. Les deux ouvrages traitent des mêmes problématiques dans les œuvres culturelles. Iris Bray, elle se concentre davantage sur le cinéma, mais Valérie Rey-Robert, elle offre un panel sur divers arts, la peinture également. Livre suivant, c'est également un essai que j'avais lu pendant la période du premier confinement, qui était un féminisme décolonial de Françoise Vergès. Françoise Vergès va revenir sur le féminisme occidental. Elle explique dans cet ouvrage à quel point les féministes blanches ne défendaient que la lutte des blanches et elles ne prenaient pas des questions intersectionnelles qui comprennent la position des femmes racisées et des femmes aussi qui ne font pas partie de l'Occident. Elle va expliquer historiquement comment cela s'est mis en place et à quel point le féminisme n'a pas été salvateur pour toutes et que finalement il y avait également des femmes qui se revendiquaient féministes, qui avaient des esclaves de couleur, qui étaient femmes, qu'elles aussi elles faisaient partie des schémas oppressifs liés à la race. Son essai est là, une fois de plus, très instructif. Ça nous interroge aussi sur est-ce que nous, sans que nous n'en ayons conscience, nous ne sommes pas racistes de façon intériorisée, avec tout l'héritage colonial qu'on a, et sur à quel point c'est
un élément qui n'a pas été pris en compte tout au cours de la lutte. Voilà, il y a énormément d'exemples historiques que je ne saurais lister. Personnellement, je pense à des dynamiques voilà, dans les années 70 où il y a eu tout ce mouvement qui était très dans l'empowerment féminin, mais qui prenait en compte que des personnes qui étaient déjà de classe aisée, voire bourgeoise, si ce n'est plus, et qui déconsidérait totalement les femmes qui étaient à des niveaux de vie inférieurs. Ensuite, je vous parle de Des souris et des hommes de Steinbeck, qui est un tout petit livre où on va suivre deux protagonistes, Lenny et Larry, je crois. L'un est quelqu'un de très simple, c'est dit dès le début. Et donc les deux hommes sont cousins et ils veulent gagner en niveau de vie et ils cherchent une ferme à exploiter, des terres à exploiter aux États-Unis. C'est pendant la guerre de sécession ou la Grande Dépression, je ne sais plus. En tout cas, c'est dans cette période-là. Et ils arrivent enfin à un endroit où ils peuvent travailler afin d'acquérir de l'argent et de pouvoir ensuite acheter des terres et devenir exploitants et pouvoir gagner leur vie. Le personnage de Larry est un personnage très ambivalent parce qu'à la fois extrêmement aimant, qui a besoin de serrer les choses dans ses bras à tel point qu'il les oppresse, qu'il les étouffe. Il n'a pas la notion de distance que la plupart des gens ont. Et c'est ça qui va aussi régir toute l'histoire, c'est ça qui va régir la relation entre les deux hommes et la destinée qu'ils vont avoir. C'est cette ambivalence entre l'affection et le dégoût de la justice. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas qu'il fait du mal est coupable finalement? C'est un livre de Steinbeck que je ne m'attendais pas à aimer, pour être très honnête. Et j'ai été scotchée par l'histoire, par le rythme qui était relativement entraînant. Il est très court, donc si vous voulez découvrir Steinbeck avec cette œuvre-ci, je vous invite à le faire. Ça offre un regard sur cette époque aussi, sur les conditions de vie, sur la difficulté à développer sa situation de vie. C'est une question qui va davantage aborder dans Les raisins de la colère toute la question de la précarité aux États-Unis à cette époque-là, notamment dans tout ce qui était exploitation agricole. Ensuite, je vous parle brièvement du livre La Nouvelle Vague, qui a été écrit par Antoine de Bec et qui va tout simplement faire un retour sur cette période-ci du cinéma avec des exemples de films, un retour historique sur comment ça se place dans l'histoire du cinéma français, à quel point ça a été précurseur, à quel point il y a des éléments qui aujourd'hui sont sexistes mais qui à l'époque étaient quasi représentés comme féministes. Le fait que ça soit un mouvement cinématographique, une période cinématographique qui se veut en distance de l'époque antérieure avec la figure du héros, que c'est aussi un cinéma en quelque sorte du mal du siècle où la jeunesse exprime ses mots à l'après-guerre. Ça veut absolument se détacher du schéma qui a été fondé et cette volonté de représenter la jeunesse et de nouvelles intrigues, de nouvelles représentations du genre, des genres et de la pratique cinématographique en elle-même. C'est publié chez la collection Champ et Antoine de Bec est assez brillant sur la question.
Je sais qu'il a écrit d'autres ouvrages sur le sujet et en plus il est très clair dans ses mots, c'est simple, sans être simpliste. Ça nous offre un beau panorama de ce qui était et de comment ça existe encore dans notre société, à quel point ça a marqué l'époque où c'est né, à quel point des réalisateurs comme Truffaut et Godard étaient dépréciés et que maintenant ce sont des figures de poupe de notre culture. À quel point les problématiques qui ont été abordées, elles semblaient volages à l'époque, elles semblaient légères, et que c'est des questions qui aujourd'hui sont encore là. Ensuite, je vais vous parler du consentement de Vanessa Springora. C'est un témoignage de Vanessa Springora qui explique toute cette relation pédophile, toute cette emprise qu'a eu l'écrivain Matzneff lorsqu'elle était enfant. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'elle n'aborde pas la question en tant que victime dès le début. C'est qu'elle a mis énormément de temps à saisir qu'elle était une enfant et que la relation n'était pas normale. Là où les romans comme Lolita lui ont fait croire, alors Lolita de Nabokov n'a pas vocation à inciter les gens à la pédophilie, qu'on soit bien d'accord. C'est un roman qui au contraire la dénonce, mais avec une mauvaise lecture. Ça accorde ce droit aux personnes qui veulent détourner l'écriture en elle-même. Et c'est une œuvre qui va aussi jalonner un petit peu tout l'ouvrage de Springora. On va aussi avoir cette notion d'homme cultivé qui instruit la jeunesse, instruit la jeune fille. Cette idée de maître en quelque sorte à penser, qui va aussi utiliser ce pouvoir sur elle physiquement, en se jouant d'elle tout simplement, en se jouant de sa candeur, de sa jeunesse, de sa confiance. C'est un livre qui m'a énormément marquée, non pas par sa plume mais par le sujet, par la façon dont Vanessa Springora aborde son passé. Effectivement, c'est un livre qui a beaucoup défrayé la chronique à sa sortie. Il interroge sans le faire ouvertement toute cette dynamique de la culture française qui accorde encore ce droit à des hommes blancs, âgés, aisés, cultivés, des hautes sphères intellectuelles, à agir en toute impunité. En plus, il est paru en poche dernièrement. Si vous avez la possibilité de vous le procurer, de le lire, ne serait-ce que d'en lire un extrait, d'écouter des interviews de Vanessa Springora, je pense que c'est quelque chose de très important. Parce que ce sont des éléments qui sont toujours existants maintenant. Ensuite, je vous parle des Fils de la Médina de Naguib Mahfouz que j'avais eu avec la Cube. On va voir sur plusieurs générations une même famille, toute une chronologie, tout un arbre généalogique dans la ville du Caire. La notion de sacré et la notion de religion et la place que tient le pouvoir, la précarité et de se voir décroître au fur et à mesure des générations. Les relations entre les frères, avec les femmes aussi, les retournements de situation, toutes ces relations en règle générale et à quel point la généalogie joue aussi sur la façon d'agir, sur les tempéraments. J'ai découvert la plume de Mahfouz avec ce livre et ça m'a vraiment donné envie d'en lire d'autres. Il a une écriture extrêmement fluide, c'est un bouquin qui est quand même assez conséquent, je crois qu'il fait 600 ou 700 pages, mais je me souviens l'avoir lu extrêmement rapidement parce qu'il a une manière de compter les choses qui est
absolument entraînante. C'est le premier auteur égyptien que je lis. Et ça me donne envie de découvrir davantage de cette culture et de ses plumes, et la sienne en particulier. Donc j'ai trouvé La Belle du Caire et je compte m'y atteler incessamment sous peu. D'autant plus que c'est un livre qui a été largement plébiscité. Après, je vous parle d'un essai très très court de Lévi-Strauss qui est Race et Histoire, qui est une introduction à sa pensée sur la sociologie et la relation entre les peuples et les dynamiques d'oppression, sur la hiérarchisation qu'il y a entre les cultures, avec le fait que les Occidentaux ont nié, dénié, rejeté d'autres civilisations, la légitimité de ces civilisations et des coutumes qui s'y font. Il aborde de la culture de façon anthropologique, les coutumes, les traditions en fonction des peuples, des différents peuples, et il explique toutes les dynamiques d'oppression qui ont eu lieu et qui sont toujours là. L'essai date d'il n'y a pas si longtemps finalement, et on voit que ce sont des choses qui existent encore. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus claires parce qu'on a réussi à déconstruire énormément de choses, notamment grâce à sa pensée. Mais voilà, je pense que c'est l'un des premiers à en parler, il me semble. Et ça ouvre vraiment un regard sur ces questions-ci et ça ouvre sur sa pensée. Donc c'est très court, je crois que ça fait même pas 80 pages et c'est extrêmement pertinent. Je vais aborder du coup dans la même lignée un autre essai de Hannah Arendt qui s'appelle La crise de la culture, sur les questions justement de crise en règle générale. Et là, elle va donner un regard sur la société de son époque et sur comment historiquement tout ce qui relève de la culture, de l'éducation, des politiques, de la justice incite à cette crise et en sont aussi les débouchés. Et elle revient sur le déclin de nos sociétés, la question de classe, à quel point tous ces éléments sociétaux sont régis aussi par des dynamiques de pouvoir. On voit que mon année est quand même très orientée autour de ces questions-ci. C'est un sujet que je trouve éminemment intéressant et éminemment important. Elle montre aussi la place et les dynamiques d'écart entre les populations, entre les individus, notamment avec l'américanisation. C'est brillant. C'est une femme qui est brillante, qui a une plume qui est ardente. Et la découvrir, ça a été une véritable révélation. J'avais peur de me lancer dans ses écrits. Je suis juste tombée dans une estime assez incroyable envers elle. Elle m'a ouvert la pensée, elle m'a fait réfléchir sur comment mon quotidien était encore fondé, sur comment nos sociétés sont fondées. J'ai découvert énormément grâce à ses écrits, grâce à sa pensée. Ensuite, je vais vous parler de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas, où c'est encore un roman d'apprentissage, où on va suivre un homme qui tombe amoureux d'une femme, quasi mystique dans la société parisienne. C'est une figure qui est à la fois sublime et détestable, qui fait partie de cette société aisée qui a énormément d'amants. C'est la maîtresse de beaucoup, c'est la figure de la belle femme, en fait, de la femme sujet de désir sans qu'elle ne soit sexualisée à outrance. Dumas fils a une plume sublime. On va voir cet homme qui va se laisser totalement emporter par ses sentiments, qui va courir à sa perte, qui se lance corps et âme dans cette relation, tout en sachant quasi que c'est voué à quelque chose de mauvais, que finalement il n'y a aucune fin heureuse qui n'est possible. Ce sont tous ces sentiments qui vont finalement
l'inciter à le faire quand même. C'est beau, c'est une écriture typique de son époque, mais j'aime tellement ces récits, j'aime tellement cette histoire de jeune homme qui ne vit que pour cet amour jusqu'à se détruire lui-même. J'ai envie de lire du coup d'autres livres de Dumas fils sur ces mêmes questions ou sur d'autres, mais il décrit les sentiments humains, les sentiments amoureux, tout le paysage de la société de l'époque avec énormément de finesse à mon sens. Ensuite, je vais vous parler de 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. Stefan Zweig, j'avais déjà lu Lettre d'une inconnue qui m'avait pas laissé un souvenir impérissable, mais 24 heures de la vie d'une femme, c'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une femme un peu plus âgée. Elle va lui expliquer la plus belle journée de sa vie, sa plus belle histoire d'amour. Il y a énormément de poésie dans le texte de Zweig. Il a une plume incroyable, l'ouvrage est tout petit mais il est tellement marquant. Il est extrêmement évocateur, on se plonge totalement dans l'univers, dans la perception, dans le voyage que c'est, dans le temps et dans les sentiments. C'est d'une beauté sans faille tout simplement. C'est un très court ouvrage qui fait énormément de bien par le rythme des mots, par l'intériorité et la perception qui est donnée. J'ai été absolument touchée par l'histoire de cette femme, par sa jeunesse, par cette histoire d'amour, par la façon dont le narrateur regarde cette histoire d'amour et à quel point cette femme est sujet d'attraction et où elle essaie de se montrer au plus pur, au plus vif, au plus profond de son âme avec ce retour sur le passé. Je vais vous parler de Chaviré de Lola Lafont qui est sorti à la rentrée littéraire. On va suivre le personnage de Cléo en 84, il me semble, qui est une jeune fille, une adolescente, une préadolescente de 13 ans. Et on va aussi avoir une temporalité en 2019. Cléo, elle est contactée par une fondation qui lui propose une bourse pour pouvoir faire de la danse. Et elle est absolument passionnée par le modern jazz, à tel point qu'elle va trimer pour pouvoir arriver à cette bourse parce qu'elle est de classe moyenne, elle n'est pas dans le besoin, elle n'est pas dans une situation précaire, mais elle n'est pas non plus extrêmement aisée. Elle vit en banlieue parisienne avec ses parents et elle a énormément de rêves plein la tête comme on peut en avoir à cet âge et notamment de devenir danseuse professionnelle. Il va s'avérer qu'en 2019, donc cette nouvelle temporalité, va nous montrer que des photos, des fichiers, des vidéos pédopornographiques ont été retrouvés dans les documents de cette fondation et on va faire un retour sur cette adolescence, sur le milieu de la danse qui est très englobant dans les demandes faites aux jeunes filles, dans les demandes faites au corps et à quel point tout ça est régi en l'occurrence par des personnes qui n'ont pas cette notion de bienveillance, à quel point ces enfants, ces adolescentes sont instrumentalisées, à quel point elles sont sexualisées dès le plus jeune âge et à quel point elles se mettent une pression sans faille pour arriver là où elles veulent, qui va leur causer finalement plus de tort qu'autre chose. On voit aussi toute cette volonté due à sa passion. On voit que finalement elle a omis énormément d'éléments au fur et à mesure du temps pour oublier toute cette cruauté dont elle a été victime. Il y a un lien à faire, je pense, avec le consentement dont j'ai déjà parlé. Mais j'ai beaucoup aimé la plume de Lola Lafont. Elle est simple, elle est claire, le livre est écrit quand même assez gros, mais on entre dans ces deux temporalités, dans ces deux ressentis. L'histoire personnelle de Cléo quand ça se passe à l'époque de la Fondation. Il y a des extraits qui m'ont beaucoup marqué. Il y en a un justement sur
comment le corps de ces adolescentes est oppressé constamment. Elles se fixent des règles qui restent tout au long de leur vie parce que Cléo devient danseuse de French Cancan, de cabaret plus tard, en 90. Et on voit que la danse, elle a été sa vie pendant tout le long, mais que c'est aussi ce qui l'a totalement détruite. Et enfin, je reviens sur 2 autres œuvres, brièvement, du moins je vais essayer. Il s'agit de Giovanni's Room de Baldwin et de la suite de La recherche du temps perdu de Proust. Pour Baldwin, donc c'est une novella où on va voir le personnage principal qui arrive à Paris très jeune avec sa fiancée, il s'installe là-bas. Elle décide à un moment de partir en vacances en Espagne sans lui parce qu'elle a besoin de prendre du temps pour réfléchir à leur relation. Le personnage principal de David va rencontrer un panel de personnages qui font partie des nuits de Paris, faits d'alcool, de cigarettes, de drogue et d'amour, de sexe. Et on va voir une histoire d'amour se tisser entre David et Giovanni, qui est italien. J'ai adoré la façon de Baldwin de l'aborder, avec ce mélange des cultures que sont la culture états-unienne, la culture italienne et la culture française. Ce côté volage de la jeunesse, de on verra demain. Ces nuits d'amour laissées là à l'abandon, ce tiraillement du personnage principal dans ses relations, ça m'incite vraiment à aller voir plus loin dans sa fiction, dans ses essais également, mais dans sa fiction aussi, parce que là où dans ses essais, il est très clair, très vif, dans sa fiction, il est très sensible et très poétique. On voit que 2 écritures dénotent en fonction du type d'écrit qu'il produit. Et je termine avec une œuvre juste pour la mentionner parce que c'est Proust et parce que mon amour pour Proust est là depuis quelques années déjà. La façon dont j'ai découvert la recherche est aussi significative d'une nouvelle année parce que je me rappelle que le premier tome, je l'avais lu lorsque tout le monde dormait au matin de la nouvelle année, il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Donc là, cette année, grâce, on va dire, au premier confinement, j'ai eu l'occasion de lire les 2 et 3e tomes de la recherche. Donc, à l'ombre des jeunes filles en fleurs et du côté de Guermantes, on va suivre toujours le personnage principal qui grandit. On voit ses débuts amoureux, ses jeunes passions avec les oscillations du cœur, les oscillations des intérêts, de la fascination envers la société qui est autour de lui, envers les adultes, envers la littérature, envers les arts en règle générale. On va voir aussi à quel point il se moque de certains comportements qu'ont les adultes, à quel point là où on a ce regard d'enfant de sa part, les adultes trouvent ridicule d'autres individus qui ne sont pas considérés alors que lui, il les voit comme des figures absolument héroïques. Ça, c'est davantage dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs qui m'a beaucoup plus marqué et beaucoup plus plu que le 3e tome. 3e tome qui va beaucoup plus se concentrer du coup sur le fait que le protagoniste principal grandit vraiment et devient un jeune homme au sein de cette société qui commence à s'y faire une place. Et on va voir toute cette société bourgeoise parisienne, à quel point l'évolution des personnages qu'on connaissait avant va aussi défaire et retisser et imbriquer toute l'affection, toutes les relations amicales, amoureuses, d'intérêt aussi entre les personnages, à quel point quelqu'un qu'on pouvait vraiment adorer dans un tome précédent
ou ne serait-ce qu'aimer parce qu'il ne décrit pas l'intériorité de ses personnages, et finalement quelqu'un qui n'est pas si bon, et inversement, tous les retournements de veste, tous les jeux de ce groupe, de cette jeunesse et de l'héritage aussi de l'excellence qui est demandée par les parents et par la famille en règle générale. On voit aussi des questions philosophiques que Proust aime à aborder, la notion de temps, la notion d'amour, la question de créer. La plume de Proust est toujours aussi délectable. Il faut vraiment que je prenne le temps de continuer ma lecture. Donc voilà, j'en ai terminé. C'était long, j'ai filmé quasi 1 heure. J'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite d'aller bien, de prendre soin de vos proches, la santé. J'espère que les lieux de culture réouvriront incessamment sous peu. Je vous souhaite de rencontrer à nouveau des œuvres qui vous touchent, qui vous marquent. J'espère que je ferai des lectures aussi plaisantes que celle-ci en 2021. Et je vous le souhaite à vous aussi. Je vais vous laisser et puis je vous dis à très bientôt. De toute façon, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, il y a effectivement les commentaires. Il y a également mon Instagram, mon Twitter. Toutes mes lectures sont sur mon Goodreads. Si vous voulez voir d'autres choses, il y a également mon Sens Critique. Et il y a également mon Letterboxd si vous êtes intéressé par le cinéma. Quoi qu'il en soit, tous les liens seront en barre d'infos. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.